Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 330. Déjà, eh oui. Il disait de lui-même, comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. Aimé Césaire a été enterré aujourd'hui, c'est aujourd'hui, dimanche qu'il est enterré. Vous voulez parler de lui, vous voulez l'évoquer, vous voulez dire un mot ? C'est un homme d'envergure, un grand poète, un alchimiste des mots, un magicien des mots, et c'est surtout un homme qui a été un libérateur en exaltant l'âme nègre et en se battant contre le colonialisme. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois et j'avais été surtout très frappé par le fait qu'il recevait dans la mairie, n'étant d'ailleurs plus maire, en présence d'un public important, qui allait, qui venait, et qui participait à l'entretien, qui commentait comme une sorte de sage absolu, qui portait une parole qui était utile pour tous. C'était un moment tout à fait inoubliable. Il donnait même des leçons en latin pour décrire le plan de Fort-de-France, devant tous ces gens qui étaient un peu étonnés, qui l'écoutaient. C'était un moment tout à fait exceptionnel. C'est donc un grand enfant de l'école de la République. Tout à fait. Justement, un maître de l'école de la République. Justement, l'école de la République qui nous réunit ce soir. Alors, passe ton bac d'abord, hein, comme pour les élèves du lycée Rabelais qui sont ici présents. Passe ton bac d'abord, eh bien non. Avant le bac, cette année encore, il y a beaucoup de lycéens dans la rue. Ils ont manifesté jeudi à Paris pour la 7e fois. Nous rejoue-t-il, évidemment, c'est la question qui se pose tout de suite comme ça. Mai 68, 40 ans plus tard. Non, pas du tout, disent-ils. Rien à voir avec mai 68. Aujourd'hui, des milliers de lycéens inquiets manifestent aux côtés de leurs profs et des parents d'élèves. Ils ne veulent pas, eux, jouir sans entrave, comme disaient leurs aînés, mais pouvoir étudier sans réduction de poste. Il n'est plus pour eux interdit d'interdire, mais plutôt interdit de toucher à ce que Claude Allègre appelait le mammouth. Et c'est leur ministre, Xavier Darcos, qui leur répond, pour ce qui est du salut, à 1968, qu'il est interdit d'interdire la réforme. Alors, et qu'on peut faire mieux et moins cher, etc. Vous allez nous expliquer, on va tous s'expliquer ici sur ce bateau. Alors, plus ou moins de profs, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment relever le niveau, le fameux niveau ? Depuis que je suis né, on dit que le niveau baisse. Alors, je ne sais plus. Quel enseignement, quelle égalité, quelle sélection. Et au primaire, demandez le programme. Tout ça est au programme de ce riposte. Est-ce contestable de revenir aux fondamentaux et d'exiger d'abord le b.a.-ba, comme on dit ? Et puis la maternelle, que prépare-t-on comme réforme à l'âge non pas du bac, mais du bac à sable ? Alors pour toutes ces questions et d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, au feu, au front, au premier rang, et toujours assis, pas près du radiateur, évidemment, c'est-à-dire au contact. Le député socialiste Jacques Lang, qui fut, on s'en souvient, par 2 fois ministre de l'Éducation nationale en 92 et en 2000, et auteur d'une école égalitaire pour tous qui vient de reparaître chez Folio. Le brillant pédagogue Philippe Mérieux, je suis ravi de retrouver sur ce plateau, auteur de Pédagogie, le devoir de résister aux éditions ESF. Et aussi de École, demander le programme, ça tombe bien. Le professeur de français, Jean-Paul Briguelli, que je suis ravi de recevoir, dont le dernier livre vient de sortir. Il s'agit de Fin de récré chez Jean-Claude Gazevitch. Et ça vient de sortir. Hein. Il deviendra peut-être votre livre un best-seller comme votre Fabrique du crétin, dont vous vous souvenez sûrement. La journaliste, que je suis ravi de recevoir aussi, spécialiste de l'éducation au journal Marianne, Natacha Polony, auteure de Nos enfants gâchés chez Lattès, et de 15 mesures pour sauver l'école aux 1001 nuits. Et Emmanuel Davidenkoff, bien connu des auditeurs de France Info, et qui est également rédacteur en chef adjoint du mensuel pour les lycéens, Phosphore, que je présente ici. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais que nous écoutions comme ça. Évidemment, on les entend toujours, mais je voudrais qu'on écoute là quelques lycéens en grève, en colère, qui nous expliquent les raisons de leur mouvement, pour eux, interrogés par Nadia Charvet et Jennifer Schwartz de l'équipe de Riposte. Regardez. L'éducation, elle est en train d'être saccagée par le gouvernement. On essaye de sauver notre éducation pour ceux d'après. C'est Darcos qui avait dit qu'il voulait nous apprendre à écrire, à parler, à cliquer, un truc comme ça. C'est vraiment apprendre
rester dans un cadre, surtout pas se cultiver, parce qu'après on apprend des trucs. Enfin, non, c'est vraiment, on apprend à devenir des bons employés, quoi. Est-ce qu'il est trop tard ou pas? Est-ce qu'il est trop tard? Dans l'éducation, on a l'impression que ce que l'État veut faire, c'est apprendre ce qui rapporte le plus. Donc c'est pour ça qu'ils suppriment les options comme cinéma, art, plastique et tout, et qui favorisent les écoles privées plutôt que les publiques. Ou à Voltaire, on supprime tous les ans des classes, il y a des classes qui partent, on se bat pour les récupérer. C'est tout le temps comme ça, et là ça commence vraiment, c'est vraiment la goutte d'eau en fait. On constate encore qu'on est face à un mur pour la question des moyens. L'UNL a tendu la main au ministre hier au dialogue surtout, parce qu'il n'y a pas de réel dialogue sur la question des moyens depuis le début de ce mouvement, et on a voulu enclencher ce dialogue mercredi dernier, et le ministre a refusé la main tendue des lycéens, et c'est fort dommage. Alors, vous avez refusé leur main tendue. Hein. Et puis, moi, ce qui m'a fait frapper, c'est le geste de la jeune fille, là. Ils nous veulent comme ça, ce geste de cadrer, comme ça, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez d'abord à nous répondre pour lancer le débat? Ensuite, évidemment, on va tous y participer. Monsieur le ministre. Eh bien, tout cela est faux, évidemment. Je ne veux surtout pas empêcher les élèves d'étudier, de se cultiver, de s'ouvrir, d'être autonomes. C'est même tout l'inverse que je veux. Et je voudrais faire 2 observations. La première qui porte sur la question éternelle des postes. Je le répète. À la rentrée prochaine, à la rentrée 2008, le nombre d'élèves par classe sera le même, la moyenne nationale sera la même, le nombre de professeurs par élève sera le même, le service éducatif sera absolument inchangé. Quand on me dit on supprime des options, etc., tout cela est faux. C'est faux, on ne supprime pas d'options, tout ça est inventé par eux, c'est quoi? Il y a un problème de communication. À la rentrée prochaine, l'offre éducative sera la même qu'à la rentrée 2007, pour une raison très simple, c'est que les ajustements que nous venons de faire, qui sont à la marge, parce que la réalité des emplois non renouvelés de professeurs, à prendre parler, c'est finalement 3500, puisque le reste, nous l'avons converti en heures supplémentaires. 3500 sur 890 000, on va me dire que c'est ça qui subitement fait que le système éducatif ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Et puis par ailleurs, juste un mot tout de même aussi sur les contenus. Dire que nous avons l'idée de formater les élèves, c'est tout le contraire que nous voulons. Ce que je propose, c'est un lycée qui se réforme, qui se modernise, pour que les élèves soient plus acteurs de leur propre réussite, qu'ils soient plus autonomes, plus indépendants, qu'ils aient des études, qu'ils aient un travail plus accompagné, et non pas qu'ils soient les uns à côté des autres, à écouter des cours successivement. Donc il y a une désinformation que je regrette beaucoup, même si je comprends l'émotion des lycéens, dont je veux bien que nous parlions par ailleurs. Des informations pour vous. Alors, monsieur le ministre Lang, alors, que pensez-vous de ce mouvement? Vous avez entendu le ministre Darcos dire non, des informations, tout ça est faux. Tout ce qu'ils disent est faux. Bon, d'abord un mot pour dire que ici je suis en tant que professeur, serviteur de l'école, militant de l'école, et que je place l'école par-dessus tout et par-dessus les appartenances politiques. J'ai, je veux le dire en introduction, de l'estime pour la personne de M. Darcos. Il y a des aspects de la politique gouvernementale sur l'éducation que j'approuve, par exemple les 3 milliards dégagés pour les campus universitaires, ou la loi partiellement pour les universités, et l'absence de suppression de postes à l'université. Raison de plus pour dire avec force que je ne comprends pas comment Xavier Darcos a pu se laisser embarquer dans une pareille galère. Et qui me permettent de dire ce qu'est, je crois, la vérité des chiffres. La vérité des chiffres, elle n'est pas marginale. Certes, il y a ces 11 300 postes qui, budgétairement, disparaîtront, ont déjà disparu, disparaîtront à la rentrée prochaine. Mais il faut se rendre compte que nous sommes dans une, si j'ose dire, une dynamique négative depuis 5 ans. Ce sont 30 000 postes de professeurs qui, depuis le départ de Jospin, ont été supprimés, auxquels vous ajoutez 50 000 personnels d'encadrement, surveillants, assistants d'éducation, qui par conséquent rendent la situation des lycées et collèges très difficile. Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, la violence à l'école n'a jamais été aussi forte et aussi grande en raison du sous-encadrement progressif des établissements. Et l'argument, excusez-moi, mais l'argument de la guerre russe qui la scène, ici et là, à l'Assemblée nationale, ici, pour dire mais en moyenne, il n'y aura pas de diminution. L'argument vaudrait pour, à la rigueur, pour l'enseignement primaire, 1 maître, 1 classe. Mais pour l'enseignement secondaire, où vous avez 8 à 9 professeurs par classe, j'ai beau ne pas être très fort en calcul, lui non plus d'ailleurs, je crois que nous sommes, nous sommes pas très bons en calcul. Au moins un point commun. Au moins un point commun. On est 3 autour de cette si on raisonne un tout petit peu, sans être fort en calcul, on s'aperçoit que, en vérité,
de très nombreux enseignements, il y a 28, 30, 32 élèves. C'est le cas, par exemple, dans la ville de Boulogne, dont je suis le député, Boulogne-sur-Mer. Il y a environ 30 à 35 élèves au lycée Mariette, au lycée Branly, dans les lycées de Calais. Et par conséquent, il est faux de dire qu'il y aurait une diminution à la marge. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un ça J'ajouterai un dernier argument, c'est que démographiquement, ça ne tient pas la route. La diminution démographique est marginale. Et l'année prochaine, vous le savez, à partir de 2009, les effectifs d'élèves vont augmenter à nouveau. Qu'est-ce que vous dans appelez les collèges. 140 000 dans les 3 dernières années, 40 000 à la rentrée prochaine, moins 200 000 élèves dans le premier degré, vous appelez ça marginal? Ce sont des chiffres qui sont pas négligeables. Gouverner, c'est prévoir. Certes. Et à partir de l'année prochaine, c'est le contraire qui se produira dans les collèges. C'est bien ce que nous avons fait dans le premier degré. Il y aura 140 000 élèves de plus. C'est bien ce que nous avons fait dans le premier degré, où il y a des élèves qui sont plus nombreux. Nous rajoutons des emplois. Je crois que Jacques Lang a des souvenirs un petit peu imprécis, puisque j'étais moi-même professeur en 99-2000 sous Lionel Jospin et Claude Allègre, et on avait baissé le nombre de postes de 30% en 3 ans au CAPES et à l'agrégation. Donc les postes qui baissent... Vous êtes rigoureux, soyez précis. En 99. Mais ensuite, il y a eu un 97, plan. 98, ensuite, 99. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'il faut dire, pas des choses fausses. Ce sont des choses vraies. En 2000, il y a eu un plan pluriannuel de création d'emplois. Je crois qu'il est très important de dire que Xavier Darcos hérite d'une situation qui est extrêmement difficile. Dieu sait qu'à Marianne, nous n'avons pas l'habitude de soutenir le gouvernement Sarkozy. Bon, il se trouve que Xavier Darcos essaye, lui, d'appliquer le programme républicain de Nicolas Sarkozy, qui était la part défendable de son programme. Et en fait, je crois qu'il hérite d'une situation très pénible, qui sont les 20 ans qui ont précédé, où le niveau dans l'éducation nationale n'a cessé de baisser, où donc les diplômes sont dévalués, et ce qu'on voit de la part de ces lycéens qui se battent, c'est tout simplement le résultat de ça, le résultat de cette angoisse. Concrètement, quoi ? Le résultat d'une angoisse, c'est ça ? Mais bien sûr, parce que le bac ne vaut plus rien, parce qu'ils vont arriver à l'université, ils vont se retrouver à 50% à ne même pas obtenir de diplôme. Voilà leur problème. Simplement, ils l'expriment en défendant le nombre de postes. Pourquoi ? Parce que c'est une revendication, une vieille revendication des élèves, des parents d'élèves. Alors, ça peut se comprendre. Le problème, il est dans la façon dont on baisse les postes. En effet, il y a des endroits où, c'est vrai, on va supprimer des options qui seraient essentielles, en particulier dans les lycées difficiles. Il faut maintenir des options exigeantes comme le latin, le grec, etc. Mais ça... on pourrait le faire s'il y avait des élèves. Mais pendant 20 ans, on a des gens qui nous ont expliqué, des pédagogistes qui nous ont expliqué que le latin, le grec, c'était des vieilleries, ça ne servait à rien. Du coup, maintenant, on se retrouve avec trop peu d'élèves. Emmanuel Davidenkoff, parce que le ministre s'est exprimé ce matin dans François sur les options, justement, qui coûtaient parfois trop cher. Emmanuel Davidenkoff. Non, mais... quand on dit « il » en parlant des lycéens... mais je sais. Bon. Ça, je suis d'accord Comment dire certains lycéens qui ont manifesté... Non, c'est pas ça que vous voulez dire. Bon, d'accord. Non, le lycée est pluriel aujourd'hui en France. C'est notamment un des effets de la loi à laquelle fait référence Natacha Polony quand elle dit il y a 20 ans, puisqu'elle pense, j'imagine, à la loi d'orientation Jospin de 1989, si je vous ai bien lu. Qui a des conséquences qu'on paye encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a produit, cette loi ? Un doublement du nombre de lycéens, un doublement du nombre d'étudiants. Une très forte augmentation du nombre de lycéens professionnels. Moi, quand on parle des lycéens, j'aime pas qu'on les mette en tranches. Donc un lycéen, il est aussi bien à Henri IV qu'en zone d'éducation prioritaire, que dans l'enseignement technologique ou que dans l'enseignement professionnel. Ça fait beaucoup de monde dans ce pays tout de même. Premier point. Deuxième point. C'est pas une calculette ou être bon en calcul mental qu'il faut pour comprendre ces affaires de poste. C'est un logiciel extrêmement complexe, et d'ailleurs l'éducation nationale en a des logiciels complexes. Bien, moi je suis allé vendredi, je savais que je venais vous voir, dans un lycée qui est en grève, un lycée en banlieue, un de ces lycées difficiles dont parle Natacha Polony. Il y a toujours une option latin, vous savez, les pédagogistes, comme vous dites, n'ont pas eu raison de ce lycée, il y a toujours une option latin. 20 élèves par classe, c'est peu, monsieur le ministre, vous avez peut-être songé à faire quelque chose, je ne sais pas. Histoire de l'art, 15. Physique, chimie, 17. Ce sont donc des petites options, des options à petits effectifs. La question qui se pose est une question évidemment politique au sens le plus noble du terme. Est-ce qu'on souhaite dans ce pays que des enfants issus de milieux défavorisés aient accès, comme Natacha Polony l'a dit, aux langues anciennes, à l'histoire de l'art ? Qu'est-ce que ça change d'avoir un pays où on fait de l'histoire de l'art, où tout le monde fait de l'histoire de l'art, et un pays où on en a pas ? La réponse est oui, monsieur Davidenkoff, on le souhaite.
Je ne pose pas de... Je Non, pose mais des la réponse questions, est vous oui. l'aurez noté. Je le dirai tout à l'heure. Le lycée professionnel, car il y a des sections professionnelles dans cet établissement, elles ne font pas le plein. Donc effectivement, vous avez des sections à 15 élèves. Comme il est parfois plus difficile à certains élèves de l'enseignement professionnel d'accéder à des savoirs parce qu'ils ont patiné à un moment de leur scolarité, notamment dans les filières générales, on prévoit ce qu'on appelle des dédoublements. Donc ça vous fait des groupes de 7. Horreur pour les comptes publics. Maintenant, est-ce qu'on a envie que ces jeunes réussissent à rentrer dans les savoirs de cette façon-là? C'est une question qui se pose également au ministère. Là encore, Vous concluez là pour je ne pose pas de l'instant, réponse. oui. Et je conclus sur un dernier point. L'enseignement, les classes générales et technologiques de ce même établissement sont entre 28 et 32 élèves. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que quand on dit « il », en parlant des lycéens... Il, ça ne veut rien dire. Je ça pense que ça ne veut rien dire et que l'argument démographique général, ne tient pas. les moyennes dans le débat sur l'éducation sont extraordinairement trompeuses. Plus 10% d'élèves dans une classe de 25, ça vous fait 27 et des poussières. Mais est-ce que ça voudrait fait dire, pas de monsieur, création est-ce de que ça postes, voudrait et dire, 10% monsieur de moins dans une Briguelli, classe de 30, ça vous fait pas de suppression. J'ai bien compris, mais est-ce que ça voudrait dire aussi que la querelle des chiffres est une fausse querelle, que c'est le cache-sexe, comme dirait Xavier Darcos, de la question scolaire? Monsieur Briguelli, Nous sommes essentiellement des littéraires ici. Apparemment, nous ne sommes pas très doués pour les maths et nous ne parlons que de chiffres depuis le début. Attendez, justement, j'essaie de vous poser une question pour changer. Le problème, je reviens sur l'interview de la petite lycéenne qui avait tellement peur d'être formatée. Le problème, il est qualitatif. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va enseigner effectivement? Comment est-ce qu'on va éduquer effectivement les enfants? C'est là le nœud du problème. Le nœud du problème, monsieur Lang, il n'est pas à 3000 postes de plus ou de moins en fonction d'une baisse démographique qui l'année prochaine peut-être ne sera pas la même. On s'en sort pas si on fait des choses comme ça. Le problème, c'est de savoir ce qu'on va apprendre en grande section de maternelle ou au CP et ce que ça donnera dans 15 ans. Parce que ce qu'on a fait il y a 15 ans donne effectivement les lycéens qui sont aujourd'hui dans la rue et qui n'ont pas grand-chose, en quelque sorte, à exprimer véritablement, parce que ce qu'on leur a appris ou rien, c'est la même chose. Non, mais c'est totalement scandaleux de parler de cette manière-là. C'est la démagogie. Vous avez fait... La démagogie. Après la loi de 1989, plus personne n'a de leçons à recevoir en démagogie. Écoutez, franchement, vous faites de cette théorie un fonds de commerce. Alors, monsieur Mérieux, intervenez dans ce débat. Non, moi, il me semble dans que cette la partie initiale de ce débat. Non, mais la question des chiffres est importante. On ne peut pas négliger la question des chiffres. Monsieur Darcos dit qu'il n'y a pas de corrélation entre les moyens et les résultats. Je pense qu'il y a une corrélation entre les moyens et les résultats, mais qu'il faut évidemment chercher à améliorer l'utilisation des moyens. Moi, je crois que M. Darcos est tributaire d'une politique nationale gouvernementale qui est ce qu'elle est. C'est une politique de diminution et de restriction des services publics. C'est une politique qui est globalement hostile aux enseignants. Dans les congrès UMP, il suffit de prononcer le nom de professeur pour soulever les huées de la salle. C'est une... Ah, monsieur le ministre, regardez sur les chiffres. J'aime les enseignants. Mes collègues du Café Pédagogique ont filmé le congrès de l'UMP. Dès qu'on prononce le nom d'enseignant ou d'éducation nationale ou de service public, la salle hurle et Parce que trépigne. enseignant, ça voudrait dire quoi Parce que ça veut dire profiteur, ça veut dire des gens... Ça veut dire quoi? Mais je dis pas que c'est vous, monsieur le ministre. ministre. Bien sûr que Je dis que l'UMP est un appareil C'est une qui caricature. déteste l'éducation nationale et les enseignants, et que globalement, il faut lui donner satisfaction de Des gens de manière gauche, quoi. démagogique. Des gens de gauche un peu en Oui, des gens qui sont des feignants, etc., qui ne font pas leur travail. Mais je pense que plus fort que ça, c'est la notion de service public qui est en question. Est-ce que réellement on cherche à améliorer le service public, c'est-à-dire à faire en sorte que celui-ci puisse donner les meilleurs services, ou est-ce qu'on joue au fond la concurrence ? C'est-à-dire on publie, comme vous l'avez décidé, les résultats des écoles sur les sites Internet pour que les parents puissent choisir et se promènent dans le grand supermarché scolaire en cherchant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce qu'on joue l'idée que dans le service public, c'est la concurrence qui crée la qualité, ou est-ce qu'on reste sur l'idée que c'est le dialogue et la mobilisation républicaine qui créent la qualité dans le service public? Donc moi je crois qu'il y a là une politique de fond. Je ne suis pas sûr que la gauche est mieux et vraiment mieux fait en termes de théorie du service public, mais ce dont je suis sûr, c'est que nous assistons aujourd'hui à une destruction qui me paraît grave de l'idée même de service public d'éducation. Monsieur Darcos. Je voudrais faire deux observations. La première, c'est que je crois en effet que l'éducation nationale, la culture, tout ce qui se transmet, c'est la mission essentielle de la politique. Je ne crois pas le contraire. Il n'y a pas un UMP qui croit le contraire. Ne caricaturez pas le mouvement auquel j'appartiens, qui sera une espèce d'ennemi de la jeunesse et du savoir. Professeurs, des professeurs non plus. C'est une caricature que je ne peux pas accepter. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, oui, nous avons mis beaucoup de moyens à l'école. Beaucoup de moyens. Le budget a quasiment doublé en 15 ans, comme chacun sait.
Certes, c'est très bien. Mais est-ce que nous avons les résultats qui correspondent à cet investissement? Bien au contraire, au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons que dans les comparaisons internationales, aussi bien pour ce qui est des élèves qui ont 10 ans que pour ce qui est des élèves qui ont 15 ans, nous voyons bien que nous régressons, que nous ne sommes pas dans la même situation. Comment ça se jauge ça? Comment ça se... Ça se jauge parce qu'il y a des systèmes de comparaison extrêmement précis. Par exemple, Peirce. Comparaison, vos raisons, toujours enfin. Ah, mais ce sont des non, experts internationaux, c'est pas moi qui le fais. Les Finlandais ou les Finnois. Non, mais c'est-à-dire ce sont sur des types d'exercices de compréhension de ce qu'ils appellent literacy, c'est-à-dire de compréhension de la langue, de reconstitution de textes, qui sont faits dans 40 pays comparables. Et c'est implacable, on ne peut pas se tromper. C'est implacable. Les histoires de chaque pays n'influent pas. Je voudrais juste sur la confiance en soi. Oui, c'est vrai aussi. Mais est-ce que je peux finir? Donc, je dis, s'il était vrai qu'il y avait une corrélation absolue entre l'investissement massif et les résultats, nous le verrions, nous serions les premiers du monde. Puisqu'on dépense le plus, c'est ça? Mais oui, mais prenons l'exemple de l'enseignement primaire, une seconde. Nous scolarisons 100% d'élèves à 3 ans. Nos élèves font en moyenne 100 heures de plus de cours que les pays comparables. Ils ont un encadrement pédagogique qui est légèrement supérieur. Et que lorsque nous les prenons à 10 ans et que les comparons avec des élèves qui ont commencé à 6 ans, voire à 7 ans, qui ont fait 100 heures de moins de cours et qui ont un encadrement pédagogique un peu moindre, eh bien, ils sont derrière eux. Donc je dis bien, il n'y a pas que la question des moyens. Je ne dis pas qu'elle soit secondaire. Je dis que ce n'est pas la pierre angulaire du résultat. C'est vrai pour le lycée aussi. Les chiffres qu'a donné tout à l'heure M. Davydenko montrent que, d'ailleurs, l'encadrement pédagogique, le nombre d'élèves par classe n'est pas scandaleux. Si nous avons des difficultés dans ces lycées, ce n'est pas parce que nous n'y avons pas mis les moyens, c'est parce qu'il y a d'autres questions qui se posent, que d'ailleurs posent très bien les lycéens. Parce qu'on les voit là, tout à l'heure en train de me dire des postes. Moi, je les ai reçus, souvent, plusieurs fois cette semaine encore. Dès qu'on a quitté la question pure des moyens, ils posent des questions de fond. Comment sommes-nous accompagnés? Comment sommes-nous orientés? Comment travailler? Où trouve-t-on les professeurs lorsque les cours sont finis? Pourquoi est-ce que lorsque je passe le bac, je me retrouve en carafe dans une université où un pseudo est en plein échec? Phosphore demande d'ailleurs très bien. Je conseille la lecture. En 98. Donc, l'idée des moyens comme solution à tout est une manière de tromper le monde. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas mettre des moyens à l'école, mais je voudrais que ça ne soit pas une façon de ne pas penser à du problème, de ne pas parler de l'essentiel. Eh bien, alors, Mme Polony voulait dire un mot, après Mme Polony. Bon, allez-y, monsieur. Parlons-en. Ensuite, allez-y. D'abord, les moyens, 2 mots encore. Ça se traduit concrètement sur le terrain, vous le savez très bien, par des suppressions de filières, par la disparition de disciplines partielles, le latin, le grec, les langues vivantes, les arts. Ça se traduit dans les lycées professionnels. Monsieur Davydenko, tout à l'heure, l'a indiqué, moi je le vois dans le Nord-Pas-de-Calais, la mécanique, la restauration, l'électronique, le bâtiment. Je vois que, je m'excuse de citer un exemple concret, au lycée Branly, à Boulogne-sur-Mer, on supprime un BTS de mécanique alors qu'il y a de l'emploi dans ce domaine. Mais alors, je suis d'accord sur les questions de fond, sur la façon dont la question est posée. Mais alors, la question que j'ai envie de poser à Xavier Darcos, pourquoi commencer par provoquer cette hémorragie, cette hécatombe? Pourquoi avoir mis la charrue avant les bœufs? Car il y a un vrai problème du lycée. Non pas que le lycée français ne soit pas un bon lycée. On s'y précipite, entre parenthèses, partout à travers le monde, parce que les lycées français sont réputés pour être de bons lycées. Vous n'avez pas la même opinion, visiblement, sur les lycées. Les lycées français à l'étranger marchent très bien, mais ce n'est pas vraiment ce dont on parlait tout à l'heure. C'est un vrai lycée, vous savez, avec du personnel public. Et le vrai sujet, qui n'est pas traité, que vous devez traiter, c'est celui de l'orientation et celui de filières, qui sont des filières qui aboutissent parfois à des impasses. Et j'aurais préféré que le ministre actuel s'attache à cette tâche difficile, je le reconnais, ce que je suis en train de faire, rééquilibrage, de restructuration du lycée plutôt que de l'assommer avec une hécatombe budgétaire. Monsieur Lang, vous savez mieux que personne, en fait, d'où vient le problème. C'est-à-dire que Philippe Mérieux parlait tout à l'heure d'une mise en concurrence, etc. Mais c'est le système que vous avez pensé en tant que conseiller, que Jack Lang a mis en place en tant que ministre, qui aboutit à l'école la plus inégalitaire du monde, les responsables sont devant nous, c'est ça, Mme Polony? Pour nous, les responsables sont devant nous. Mais bien sûr. Alors, évidemment, après, on a une droite qui fonctionne sur une logique comptable et qui supprime des postes, c'est-à-dire qui commence, en effet, en mettant la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire en faisant la même politique avec moins d'argent. Alors, il aurait peut-être fallu commencer par la réforme.
Xavier Darcos met en place une réforme qui est fondamentale, celle du primaire. C'est ça qu'il faut qui faire. sera en Réforme du application, alors, primaire, on du commence- collège, vous du voulez dire, on lycée, commence par faire des avant suppressions de postes, supprimer. c'est ça. C'est Alors, sans doute ça qu'on vous peut êtes reprocher, responsable, mais en monsieur- tout cas, vous les êtes responsable. responsables sont Attendez. là. Allez-y, responsable et Moi, coupable. En Alors, 98, nous avons fait une consultation sur le lycée sur laquelle nous nous sommes appuyés pour faire un certain nombre de le rapport réformes. Mérieux. En particulier, nous avons proposé les travaux personnels encadrés, contre lesquels vous avez lutté, évidemment, parce que c'était une baisse spectaculaire Les du lycéens niveau. aussi, ils ont défilé contre. Ils ont défilé aussi contre leur suppression plus tard, Et d'ailleurs. ils ont défilé massivement contre leur suppression, y compris les syndicats qui avaient été contre au moment Oui, de leur oui. mise en place. Ça doit éclairer un peu les Donc, événements c'est rituel, d'aujourd'hui ça, aussi. c'est- Non, d'accord, ce c'est ça que qui vous veut voulez dire dire. Bon, que alors. quand on met en place une réforme et qu'on l'accompagne, on peut convaincre de son bien fondé et montrer qu'elle fait progresser le C'est niveau. exactement ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment. Bon. On met en place une réforme et on va l'accompagner et vous verrez que Alors, d'ici 4 ou 5 ans, tout le monde défilera pour soutenir Je la voudrais réforme. J'en prends le juste pari, sur vous les voyez. lycées et sur la responsabilité qui nous est imputée. Ce que nous avons proposé sur les lycées, c'est effectivement un meilleur accompagnement des élèves. Ce que vont chercher les gens dans l'enseignement privé, vous le savez très bien, Madame Polony, ils vont chercher quoi? Des petites structures, des interlocuteurs, des profs sûr, proches. avec plus des d'élèves par profs, classe en moyenne. S'il vous plaît, des profs proches des parents, c'est-à-dire des gens qui sont en capacité justement d'être des interfaces entre la société et l'école. Ils vont chercher C'est- des structures où ils sont impliqués, en effet. Exactement. Et Or, sans c'est doute ce où que il y a nous parfois avons des mis en méthodes place. qui ne sont pas celles que vous avez C'est ce préconisées que nous pendant avons des mis en années. place. C'est ce un que problème nous de cherchons à méthode, mettre en de place. contenu des programmes. Allez-y, monsieur Non, Veil. juste, je finis. 3 mots Finissez. dans les lycéens aujourd'hui. Un, quand même, il ne faut pas l'oublier, la fracture sociale. Ce n'est pas Oui. tous les lycéens Oui. qui sont en difficulté. Oui. Il y a une fracture sociale très grave Ça ne se discute et on Donc, ne peut vous pas. dites bien Ça ne que se l'école discute que pas, vous dit avez monsieur Darcos. fait est inégalitaire. Elle Non, ne ne coupez résout pas, Il y a pas une cette fracture fracture. sociale forte. Deuxième idée très forte, la fragmentation des cours. La fragmentation dans laquelle sont les lycéens qui fait qu'il n'y a pas d'unité de la prise en charge pédagogique. Que ce sont des usines dans lesquelles effectivement les lycéens ont du mal à trouver des interlocuteurs avec lesquels ils parlent et qui les aident et qui les accompagnent dans leur travail. Ça c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle je suis pour plus de présence des enseignants dans les lycées et je suis réellement pour qu'on repense complètement le métier d'enseignant. C'est bien rare que M. Mérieux et moi soyons d'accord. Oui, Mais là, non, vous mais êtes je d'accord le aussi, sais. moi, j'entends. J'ai dit cela, Monsieur Darcos, depuis très Monsieur longtemps. David Ankoff, Et juste un troisième point. Les lycéens sont des gens qui sont profondément inquiets de leur avenir. Ça a été dit tout à l'heure. Mais ce ne sont pas des gens qui sont, comme M. Moati l'a dit, des résidus de mai 68. Ils veulent travailler, ils ont une exigence en matière de travail. Et cette exigence, ils veulent l'exprimer. Alors, ils le font parfois maladroitement. Mais cette exigence, ce n'est pas une exigence de cours, c'est une exigence d'études. Je voudrais quand même juste un mot, et puis je ne prendrai plus la parole si vous voulez, M. Darcos, pour dire que quand on a créé les lycées, Mais il je y vous avait empêche pas de 2 parler, heures. monsieur Mérieux. Non, Monsieur Moati. Mais je ne vous ai bon, pas interdit non. de parler non plus, monsieur Non. Mérieux. Oui, alors. Quand on a créé les lycées, il y avait 2 heures de cours et 6 heures d'études par jour. Alors, derrière le mot études, il y a travaux dirigés, il y a tutorat entre élèves, monitorat, travail de groupe, etc. Nous n'avons cessé d'augmenter les heures de cours et de diminuer les heures d'études. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre majeur. On va au lycée pour s'informer et ensuite on va travailler chez soi ou à Academia. Ce qu'il faut, c'est rééquilibrer au sein du lycée les heures Ah oui, mais d'études attendez. au détriment des heures de cours qui ont pris trop d'importance Monsieur Mérieux. et qui aujourd'hui servent essentiellement à envoyer des textos sous la table, ce qui est devenu le sport national des lycéens. Je vois que M. Mérieux anticipe sur ce que nous voulons proposer. C'est Alors, formidable. monsieur David Ankoff a voudrais dire demandé un la mot parole parce depuis quelque temps. Allez-y, parce que votre étude dit des choses très Fait écho à précises. l'étude que Philippe Mérieux et Edgar Morin avaient menée à la demande de Claude Allègre en 98. Donc, nous, on Oui, s'est c'est ça. demandé. Vous, c'est 10 ans après, Voilà. si Nous, j'ose on a dire. fait 10 ans après dans le Alors, phosphore. on n'avait pas les moyens de l'État, on n'a pas pu interroger 1 million de lycéens. On en a quand même interrogé 1500. Je vous épargne les détails méthodologiques. On a travaillé avec un sociologue, Georges Felouzis, qui avait fait un très beau livre sur l'apartheid scolaire, et puis également avec une autre chercheuse. Bref, tout ça est assez robuste au plan méthodologique. Qu'est-ce que nous disent Ça les sort. lycéens de 2008 Les lycéens de 2008 disent 3 choses. Ils disent d'abord, occupez-vous de nous, aidez-nous. Et aidez-nous comment ? Avec de l'individualisation du tête-à-tête. C'est-à-dire, on veut comprendre. Ça, c'est la demande massive. C'est la même demande qu'en 98. On peut se demander pourquoi pas grand-chose n'a été fait apparemment. Ou en Pendant tout cas, ces 10 ans. Bref, en tout cas, ils Ça a demandent toujours été fait pareil. et des faits. Deuxième chose. Attendez, M. David Ankoff, Deuxième ça vient, chose. je vais m'en occuper. J'ai- Et ça a été Deuxième fait chose. par vos prédécesseurs. Vous monsieur savez bien que je n'infère pas les, Oui. les réformes ultérieures. Contrairement à Aidez-nous, Jean-Paul Brigelli. occupez-vous de nous, chacun Occupez-vous. d'entre nous, dans nos Alors, différences, dans raison notre pour- singularité, c'est ça C'est pas aussi individualiste Non, que ça. Si c'est on pas a ça. envie d'apprendre, on a envie de comprendre. Donc quand vous dites à des jeunes Oui. qui ont envie qu'on s'occupe d'eux de manière un petit peu plus individualisée, on va supprimer des postes.
quand bien même tous les arguments, et on ne va pas y revenir, sont exacts sur le fait qu'ils n'auront pas forcément moins d'enseignants, etc., ce qu'eux comprennent et entendent, c'est on va moins s'occuper de moi. Moi, là, je me fais le porte-parole de ce que les lycéens comprennent. Je me fais le porte-parole de ce que les lycéens comprennent. C'est ce que nous avons essayé nous-mêmes de comprendre. La deuxième chose, quand on leur demande à quoi sert le lycée, on est très loin de mai 68. Ça sert, on donne les chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, c'est dans le journal. Réussir ses examens, c'est ce qui arrive en tête. Acquérir une culture générale, c'est ce qui arrive en deuxième. L'insertion professionnelle arrive en 3e ou 4e position, assez loin derrière. Et alors, estime de soi, épanouissement, c'est très loin derrière. Bien, ils vont au lycée pour réussir des études. Pourquoi ? Là encore, parce que l'État, la société leur a promis depuis 89 et depuis les 80% au bac, je ne cherche pas à polémiquer là-dessus, je redis, la promesse qui est faite par la société, c'est vous allez l'avoir, le bac. Donc ils disent, allons-y. Donc on y va, et on y va pour bosser. Je rappelle qu'au début tout début des années 90, premier mouvement lycéen important était un mouvement qui réclamait qu'on mette des portes pour fermer les toilettes. Parce qu'il n'y en avait pas et que les lycées étaient extrêmement délabrés. Je rappelle que les autres mouvements de jeunesse qui ont suivi, c'est le SMIC jeune, c'est la valorisation du baccalauréat à travers les craintes qu'il y avait sur la suppression, sur l'augmentation du contrôle continu. Et c'est le troisième point qui ressort de notre consultation, la consultation qu'on a menée à Phosphore, c'est la garantie de niveau. Ils veulent un bac qui vaut quelque chose. Qui sert à quelque chose. Donc ils veulent, mais ils ne le veulent pas au détriment des savoirs. Ils veulent fromage et dessert. Ils veulent la culture générale et la garantie de niveau. Mais l'épanouissement, en tout cas, ils ne considèrent pas que l'institution lycée a pour mission de les épanouir. Il est bien évident qu'ils sont plus heureux s'ils s'épanouissent. Mais ça, c'est ce qu'ils racontent dans d'autres rubriques de notre journal. Mais dans la consultation où on les interroge sur ce que vous attendez du lycée, c'est individualisation, réussite et savoir garantie de niveau. Garantie de niveau. Alors, garantie de niveau. C'est ce qu'il je vais dire Monsieur Brigaldi qui n'a pas pris la parole. Juste un petit mot. Allez-y, ensuite vous. Un petit mot d'abord sur le fait, la charrue avant les bœufs, on retire des postes, on réforme ensuite. C'est faux. Nous sommes en train de réformer entièrement le premier degré. À la rentrée 2008, la totalité du dispositif de premier degré aura changé. Vous ne faites rien, ni pour le collège, ni pour le lycée. Ne faites pas. Vous ne faites rien, on n'est pas obligé de faire du préau, on va vous le dire après. Je vais vous dire quelque chose sur le lycée. On fait beaucoup de choses sur le lycée, sur les professeurs. Vous ne faites rien. Au contraire, vous retirez des possibilités. On commence par faire la réforme des programmes, la réforme du service des enseignants du premier degré, faire un nouvel système d'évaluation, faire de l'accompagnement éducatif le soir, faire des stages pour ceux qui sont en difficulté en CM1, CM2, et on ajoute des postes. Alors, et à la rentrée 2008, le dispositif sera fait. Est-ce qu'on peut dire quand même que ce gouvernement réforme ? Après, on me dit qu'il faut faire attention à la rupture sociale, au fait qu'il y a des divergences importantes d'un établissement à l'autre. Oui, aussi bien dans les établissements sensibles que dans la réseau Ambition Réussite, qui disposent en gros de 20% de plus de moyens au motif de leur spécificité, nous avons conservé ces moyens spécifiques. Le problème, c'est que les élèves s'en vont. Ce ne sont pas les professeurs qui s'en vont, ce sont les élèves dans ces établissements. Et vous avez des effets de seuil. De quels établissements vous parlez exactement ? Les établissements techniques, des banlieues difficiles, les établissements repérés type sensibles. Les élèves s'en vont. Oui, les élèves s'en vont. Ils cherchent à... On n'a pas donné le moyen de devenir de bons établissements. Écoutez, 20% de plus par établissement. Vous savez qu'on a fait énormément pour les établissements sensibles. Et vous, avant nous, ne dites pas qu'on a méprisé les gens qui étaient en difficulté. Ce n'est pas vrai. Quant à dire, alors, comme dit M. Lang, que je ne ferai rien du lycée, des professeurs, etc., permettez-moi de dire que c'est absolument faux. Nous avons ouvert un débat grâce au rapport Pochard sur la condition enseignante. Nous discutons en ce moment même avec les enseignants de ce que doit être leur métier, ce qui va, me semble-t-il, avec la question du lycée. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le service des enseignants, son projet, son intention. Et en ce qui concerne le lycée, nous avons évidemment ouvert des débats. Je suis même en train de le faire. Et j'ai dit que j'annoncerai début mai une sorte de piste de recherche globale, enfin une sorte de chemin de fer pour qu'on voit comment on va avancer. Et personne n'a le sentiment que le lycée, ça m'est complètement égal. Puis-je te dire que je suis là depuis 10 mois et que si on trouve que tout ça n'est pas assez réformateur, eh bien, je voudrais bien que ceux qui étaient là avant moi me rappellent s'ils en fait autant en 10 mois. Si ce gouvernement a été moins énergique que les précédents. Monsieur Brigaldi. Alors, ça ne va pas être simple d'être ministre de l'Éducation nationale parce que apparemment, il faut s'occuper de tout le monde en même temps. Je vous le confirme. De tout le monde en même temps. Oui, c'est passionnant. Alors, c'est vrai que dans la série
procédons par ordre et non pas mettant la charrue devant les bœufs, il fallait commencer par l'école primaire. Évidemment. En même temps, des programmes de collège sont en train d'émerger. Là, cette semaine, Monsieur Lang, vous devriez vous tenir au courant. Ah bon, c'est un secret. Alors, en Il histoire parle la géographie, semaine prochaine à l'examen. Ils sont en accès payant sur Internet. Où est la actuellement. transparence? Où est la gratuit pour les Ensuite, professeurs. Première nouvelle. les lycéens, Il faut me tenir au lycéens courant. voudraient effectivement, Conservatisme servira les à révéler un les scoop. lycéens voudraient Il est conseillé. effectivement Voilà, qu'on c'est un s'occupe scoop, d'eux c'est le scoop aussi. riposte. Alors, Scoop Les lycéens riposte, voudraient programme aussi du qu'on collège. s'occupe Faut s'informer. d'eux en même temps. Alors, c'est très bien. Moi, je suis très content qu'ils aient envie d'avoir plus de savoir. Il faudrait savoir comment on va leur transmettre ces savoirs et quels savoirs. Parce que là, on a un problème majeur qui est justement ce problème qui est lié au stress, à l'inquiétude, etc. Ils ont bien raison d'être inquiets. Oui. On va leur donner le bac, ils vont arriver en fac, ils vont se planter à 50%. Alors Si effectivement, Philippe Mérieux, Et ils le disent. vous avez contribué à ce qu'il y ait 2 fois plus de bacheliers et 2 fois plus de gens en université, de toute façon, ça revient au même, puisque à 50%, ils se font balancer. Et quand ils ont passé le bac pro, d'ailleurs, ils se font balancer à 97%. Là, il faut quand même dire les choses posément. Il y a eu une escroquerie dans les années 80 à ce niveau-là. Ensuite, Vous allez répondre, vous allez répondre. Ensuite, il y a une chose absolument essentielle. On se dit, mais alors, le lycée déjà fonctionne pas bien. Oui, mais alors au collège, il y en a 130 000 par an qui sortent sans rien. Mais alors sans rien. Et à l'entrée en 6e, il y en a tous chiffres égaux depuis des années, 17% qui à l'entrée en 6e ne savent ni lire ni écrire. Attendez, il y a peut-être quelque chose qu'il faut reprendre à la base là. Ça va cesser grâce à la mise en Et des effectivement, stages de alors, remédiation. il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas se contenter de simplement réformer l'école primaire, se dire, bon, eh bien, quand les programmes de tel ou tel organisme qui a travaillé là-dessus, le GRIP par exemple, seront en place, eh bien, on aura des élèves du primaire qui seront compétents, qui donneront des collégiens compétents, qui donneront des lycéens compétents. Oui, mais là, on n'a pas 20 ans devant nous. On va essayer, effectivement, il faut impérativement faire tout en même temps. Il faut bien que les lycéens comprennent qu'on a commencé par l'urgence. L'urgence absolue, c'était d'apprendre à lire, à écrire, à compter et à calculer. Voilà. Bien. Sinon, ça fabrique des crétins. Bon. D'accord. Alors, mais ce que je ne comprends pas, c'est que le constat est accablant. Alors, comment vous pouvez-vous... Non, mais si vous permettez, si je j'écoute m'exprime, M. Briguelli, monsieur Moati. je permets, je vous autorise à vous exprimer, Merci. monsieur le ministre. Bon, d'abord, une chose est à Ensuite, dire, monsieur Maillot. qui est extrêmement importante, sur laquelle d'ailleurs on peut peut-être être d'accord. C'est que, les inégalités sociales, ça existe quand même. Et les 15 à 20%, 17%, 15%, 20% d'élèves en difficulté viennent principalement de familles ou de quartiers qui connaissent des conditions de vie souvent insupportables. Et quand, excusez-moi, laissez-moi m'exprimer, vous avez assez pris la parole, madame. Non, quand des jeunes gens ou des jeunes filles arrivent au collège ou à l'école, qui ont à peine mal dormi, vivent dans des conditions d'environnement culturel qui ne leur permettent pas d'acquérir l'expression orale de base. Donc, la tâche de l'école est une tâche extrêmement difficile. Oui. Et je n'accepte pas que l'on culpabilise en permanence l'école et les maîtres. Et moi, j'ai envie de dire au contraire, je le sais, mais j'ai envie de dire d'abord ce que vous ne dites jamais, M. Briguelli, j'ai d'abord envie de dire merci l'école. Oui. Merci les maîtres, merci les serviteurs Et je le vois chaque semaine dans ma circonscription, ils accomplissent un travail héroïque. Et ce que serait la société sans eux, on ne l'imagine pas. Donc il faut les épauler, les accompagner, les soutenir. Et puisqu'on a commencé à évoquer la question de l'école maternelle élémentaire, un mot. Voici 5 ans. De nouveaux programmes, ils sont là. Avaient été mis au point, c'était le fruit d'un travail collectif de 18 mois associant les professeurs, les experts. Ils avaient été considérés comme de bons programmes. Xavier Darcos, qui est à mes côtés, avait co-signé avec Luc Ferry une préface. Qu'apprend-on à l'école élémentaire? Qu'apprend-on à l'école élémentaire, il y avait le même pour l'école maternelle. Pour dire, ce sont de bons programmes, des programmes exigeants, des programmes ambitieux. Pourquoi? C'est la question que je me pose et je n'arrive pas à la résoudre. Pourquoi casser aujourd'hui des programmes jugés bons et excellents voici 5 ans, alors même que... Par le même
par le même ministre. Si j'ai bien compris. Par le même ministre. Alors même que ces programmes ne sont pas pleinement en application. Ils ont commencé à s'appliquer en petite section maternelle et aujourd'hui ils s'appliquent en C1 ou en CE2. Pour juger de l'efficacité de programme, il faut se donner le temps. Et donc je crois la réforme proposée est une réforme de régression intellectuelle, je le dis franchement, d'appauvrissement intellectuel, moins d'heures d'enseignement, on passe de 26 heures à 24 heures, moins de prescriptions claires pour l'apprentissage du français, relégation dans ces programmes de l'histoire, des sciences et des arts. Et par conséquent, ces programmes ouvrent la voie, je pense, à l'accroissement des inégalités et non pas à l'amélioration du système scolaire. Voyez la contradiction. Rappel du fait que 15 à 20% d'élèves sont en très grande difficulté. Rappel que ce sont ceux qui sont dans les familles qui sont les plus loin de l'école. Et reproche qui m'est fait de proposer des programmes que tout le monde puisse comprendre, surtout les familles qui sont en très grande difficulté par rapport à l'école, qui soient écrits dans une langue simple, 30 pages, qui puissent revenir à des fondamentaux et qui d'ailleurs, contrairement à ce que tout le monde dit, sont aujourd'hui examinés et approuvés par une majorité des enseignants. Puis-je dire que nous avons mis à l'examen ces programmes que M. Lang trouve régressifs auprès de tous les enseignants du second degré, 240 000 d'entre eux, que nous avons eu 1100 du premier degré, que nous avons eu 1100 remontées, synthèses, que nous les avons toutes mises, nous allons toutes les mettre sur le site du ministère pour qu'on puisse toutes les lire sans exception. Et que ces remontées montrent une approbation de la simplification, du retour à l'essentiel, des mécanismes précisément parce que c'est ce qui rend service à ceux qui sont les plus démunis, ceux qui ont les moyens culturels, ceux qui ont les familles. Vous pouvez faire des programmes de 2000 pages, Jacques Lang. Ils se débrouillent toujours. C'est pas une question de nombre de pages. Mais oui, en tous les cas, les documents accompagnant ces programmes étaient de plus de 1000 pages. Et donc nous avons voulu penser à ceux qui ont moins. C'est pour ça que nous faisons des études pour eux le soir. C'est pour ça que nous faisons des stages de remise à niveau en CM1, CM2. J'ai été voir ceux qui en profitent de ces stages gratuits, parce que ce n'est pas les familles de riches qui sont là. Et j'ai été les voir ces familles, elles nous remercient. Et je voudrais ajouter enfin, sur ces programmes du primaire, moi je veux bien que M. Lang ait une autorité à tout jamais pour dire ce qu'on doit enseigner à l'école. Mais lorsqu'on demande aux familles, non pas des familles sur le trottoir, mais après leur avoir fait faire un examen de ces documents, on a fait un travail avec un institut de sondage, on les a fait lire attentivement à des familles, à des parents, à tous ceux qui sont concernés. Et lorsqu'ils les ont compris, on leur a dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Voulez-vous me dire combien d'entre eux, sur 100, considèrent que ces programmes ne vont pas dans le bon sens? 7%. 7%. Alors, je veux bien que je sois un fossoyeur de l'école primaire. Permettez-moi de vous dire tout de même que lorsque vous avez à la fois le soutien d'une majorité d'enseignants du premier degré, des inspecteurs du premier degré qui comprennent les nécessités d'évolution, que nous avons mis ces documents en examen, que nous sommes en train de les modifier, que les familles, les parents informés, je le répète, pas sur le préjugé, après avoir examiné les programmes, disent qu'ils sont utiles, permettez-moi de dire, en tous les cas, que je considère que ce n'est pas par idéologie, ce n'est pas pour lutter contre ceux de 2002. Moi, je ne fais la guerre à personne. Vous faites la guerre à vous-même. Si vous voulez. Je sais, vous remettez en cause ce que vous aviez décidé. Oui, mais parce qu'il s'est passé des choses entre 2002 et 2008, y compris ce que vous avez dit, c'est-à-dire la chute continuelle de nos niveaux en termes de compréhension écrite et orale. Et donc, je me suis dit, moi-même, en effet, nous avons été trop ambitieux, nous avons mal compris. Il faut redonner aux enfants ce dont ils ont besoin, lire, écrire, compter. Malheureusement, par une moindre ambition intellectuelle et éducative. Monsieur Mérieux, juste un mot pour dire en un instant quand même qu'on ne peut pas évoquer une sorte de faillite généralisée de l'enseignement français. Je n'ai pas dit ça non plus. Il y a aujourd'hui de grosses difficultés qui sont, M. Lang l'a dit, des difficultés sociales. On ne le dit pas suffisamment, qui sont des difficultés liées au rythme de vie, qui sont des difficultés liées à l'influence catastrophique d'un certain nombre de médias, qui sont des difficultés liées à la fatigue des enfants, que vont accroître d'ailleurs la suppression du samedi matin à mes yeux, etc., etc. Il y a des difficultés considérables. Par rapport à ces difficultés, les enseignants tiennent le coup. Je trouve qu'ils le font plutôt bien et dans l'ensemble, en essayant d'équilibrer les activités pédagogiques. Les programmes de 2002 étaient équilibrés parce qu'au fond, ils étaient faits d'abord avec une grande consultation. Il y avait eu énormément de gens. C'est ce qu'a dit M. Lang, mais ça, bon. Non, mais d'accord. Et ils essayaient d'articuler la partie, on va dire, de découverte et la partie de formalisation et de rigueur. Il y avait à la fois un temps dans lequel l'enfant était amené à s'exprimer et un temps dans lequel on lui donnait des cadres, on lui donnait des règles, on lui faisait faire des exercices de mémorisation. C'était des programmes équilibrés.
Aujourd'hui, nous avons des programmes du primaire où il y a 3 lignes sur la rédaction, 60 sur la grammaire. On est dans un programme qui privilégie d'une manière systématique les activités mécaniques au détriment de toutes les activités de l'intelligence. C'est quoi? C'est apprendre par cœur, etc. Moi, je suis pour les exercices et pour apprendre par cœur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à apprendre par cœur? Mais c'est très bien d'apprendre par cœur. Je suis simplement pour que ce soit équilibré. Pour que ce soit équilibré avec d'autres types d'activités. Or, dans les programmes de 2002, c'était le cas et ça ouvrait des possibilités. Dans ces programmes-là, en plus, c'est bâclé. Je suis désolé, monsieur le ministre. Ces programmes sont un texte bâclé. C'est un brouillon. Vous C'est allez un dire brouillon. notre inspection générale. Madame Polony. C'est un brouillon, ce que je trouve terrible, c'est tout de même de vous entendre tous les deux, Monsieur Lang et Monsieur Mérieux, nous expliquer que finalement, quand on est pauvre, on va forcément rater en classe, on va forcément échouer. Vous a expliqué ça ? Vous venez de nous dire ça, que finalement c'est une fatalité. Il y a 15% d'élèves qui arrivent en 6e avec de grandes difficultés parce qu'ils sont toujours pauvres. contre cette fatalité au nom du principe et vous avez que raison, chacun est l'école éducable. que vous avez fait donne ça. Et c'est ça qui est problématique. Sur les nouveaux programmes, si, vous avez été conseiller pendant 20 ans, sur les nouveaux programmes, je trouve terrible aussi de venir faire croire que donner des cours de grammaire, des cours d'orthographe, des cours de vocabulaire structurés sont une régression. Mais madame, qui a dit le contraire? Lisez les textes actuels. La grammaire, il figure, les conjugaisons, il figure. Vous êtes en train de découvrir ce qui figure dans des textes déjà existants. Dans le Nouvel Observateur, un texte avec Luc Ferry, puisqu'en effet, vous avez fait les programmes ensemble, expliquant demandant de renoncer au populisme scolaire, c'est ça? Voilà, puisque le populisme est devenu le nouveau mal du siècle, donc on accuse de populisme ces nouveaux programmes. Scolaire, je ne sais pas, mais allez-y. D'ailleurs, c'est très étonnant, puisque, en effet, quand les programmes plaisent à la majorité de la population, on accuse cela de populisme, alors que quand la majorité de la population est dans la rue pour demander des postes supplémentaires, là, vous trouvez ça très bien. C'est-à-dire qu'il y a deux populismes différents. Mais surtout, ces nouveaux programmes, par rapport à ceux de 2002, sont plus exigeants, contrairement à ce que vous dites. Si vous prenez le nombre d'heures, parce qu'évidemment, il y avait une entourloupe dans les programmes de 2002, c'est-à-dire qu'on comptabilisait dans les heures de langue la lecture et l'écriture qu'on faisait dans les autres matières. Parce que vous imaginez bien qu'avant, pendant un siècle, quand on faisait un cours d'histoire, c'était en chinois ou en japonais. Alors donc, depuis 2002, eh bien, on faisait du français, puisqu'on écrivait le cours d'histoire en français. Et c'était comptabilisé. Donc évidemment, ça, c'est une escroquerie sur le plan intellectuel de venir faire croire que grâce à cela, il y avait plus d'heures de langue. Il y en avait moins. Et si on regarde point par point tout le déroulé des programmes de 2002 et des programmes de 2008, on s'aperçoit tout simplement que ceux de 2008 sont plus structurés, mettent en place une rigueur dans les enseignements qui va permettre évidemment aux collégiens et aux lycéens par la suite de, à certains moments, suivre des classes où ils seront plus nombreux et à d'autres de suivre évidemment des options. Monsieur Brighelli va compléter ce que vous voulez dire, ensuite vous allez répondre. Un point extrêmement important et ensuite répondez, monsieur sur les programmes actuels, c'est qu'ils offrent pour la première fois toute liberté pédagogique aux enseignants. Et ça, c'est absolument merveilleux. Écoutez, franchement, c'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait des instituteurs qui, en cours préparatoire, lorsqu'ils utilisaient telle méthode alphabétique écrite en 1905, parce qu'il n'y en a pas tellement eu depuis, grâce aux amis de M. Mérieux, étaient obligés de la camoufler à l'intérieur de manuels qui avaient l'assentiment d'un certain type d'inspecteurs qui écrivent d'ailleurs des diatribes sur le site de M. Mérieux, parce qu'il y a une espèce de langue de bois, de système orwellien qui s'est mis en place véritablement sur « tu apprendras de telle et telle et telle manière ». Ce que les programmes de 2008 disent, c'est « on apprendra des choses précises, en voici la liste, les parents peuvent la comprendre, mais vous pourrez l'enseigner comme vous voulez, pourvu que ça marche ». Voilà, et ça, c'est absolument essentiel. C'est pour ça, aux élèves, s'ils apprennent pas bien, d'ailleurs, que ça marche. Mérieux, écoutez, arrêtez de caricaturer. C'est pour ça, d'ailleurs, que il peut y avoir certaines directions syndicales qui poussent des cris d'orfraie, et encore pas toutes, parce que, par exemple, le SNALC est tout à fait pour, mais
il faut bien voir que les instituteurs de base, moi je sors de différents congrès, là, faits avec des militants du SNUIPP, me disant, bon, quand même, là, on va pouvoir faire ce pourquoi on a été formé et le faire de A à Z. Serge Moati. 1100 contributions là, parce que bon. Moi, là, c'est terrible. La violence de la querelle Non, c'est pas me frappe. C'est caricatural. Je me demande. Monsieur Davidenkoff. Et je me demande. Oui, on parle clair, c'est bien. Monsieur Davidenkoff. Et je me demande comment tout cela est vécu par les parents, les enseignants qui regardent l'émission, et les élèves qui sont en train de vous regarder, de nous regarder. Parce que moi, ça fait quelques années que je vais dans des établissements scolaires, puisque je me suis spécialisé dans ce domaine. Oh, combien? Et c'est pas ce que je vois. Cette querelle-là. Cette querelle-là, vous ne la voyez pas. Oui. Moi, j'ai jamais vu un enseignant rentrer dans une salle de classe en se disant « Moi, c'est les savoirs, moi, c'est la République, et je me fiche de savoir si les élèves y comprendront quelque chose. » Mais de la même façon, je n'ai jamais vu un enseignant rentrer dans une classe en disant « Pour moi, c'est la relation qui compte le plus. Et je me fiche des savoirs. Je me fiche des programmes, je vais leur faire du macramé. » Je n'ai jamais vu cette scène. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais vécue. Alors, c'est une fausse querelle, quoi, c'est ça? Idéologique. C'est un débat idéologique qui court depuis... Vous l'aviez très bien retracé, Natacha Polony, dans un bouquin d'ailleurs, depuis l'Antiquité grecque. Bon, voilà, vous ferez ça mieux que moi. Alors, donc ce débat idéologique, c'est lequel? Excusez-moi. Le débat idéologique, entre républicains et démocrates, ou entre Platon et Aristote, ou entre philosophes et pédagogues, enfin bref, c'est un vieux clivage. Ce que je voudrais dire, moi, simplement, c'est que depuis 20 ans, Serge Moati, depuis 20 ans, il y a une coïncidence d'un certain nombre de discours qui viennent d'endroits extrêmement différents et qui viennent, pour le coup, idéologiquement, de points différents. Un discours sur l'école qui consiste, de toute façon, à en arriver à la fatalité dont parlait Natacha Polony, qui dit « ça marche pas ». Voilà. Vous avez les sociologues bourdieusiens qui vous font des études pour vous dire « ah là là, c'est la reproduction, si vous êtes né pauvre, vous terminerez pauvre et vous échouerez ». Vous avez M. Brigelli qui fait des livres en disant « oh là, on a fait… » ou Natacha Polony qui fait des « oh là, on a fait une loi totalement destructrice, on n'apprendra plus rien à l'école ». Vous avez des officines privées qui arrivent en disant « oh là là, mais nous on fera beaucoup mieux que le service public ». Bref, vous avez une espèce de halo comme ça, qui n'est évidemment pas concerté, il n'y a pas de complot. En plus, vous le constatez, ces gens sont en train de se queurler. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, j'essaye de terminer. Le résultat de ça, c'est qu'au bout de 20 ans, tout le monde est convaincu que l'école ne fonctionne pas. Je ne suis pas sûr que ce soit la réalité que vos téléspectateurs vivent au quotidien. Je pense qu'ils vivent des problèmes, comme dans toute organisation humaine. Mais je pense aussi qu'ils vivent de belles choses. Je leur souhaite en tout cas, et moi j'en observe de belles choses. En revanche, vous avez un résultat terrible, tragique. C'est un sondage CSA qui est sorti jeudi dernier. Enseignants, est-ce que vous vous sentez valorisé ou dévalorisé? 93%. 93%. Méprisé. 93%. Dévalorisé. Voilà. Donc Billancourt est désespéré. Grâce à toutes les polémiques que vous lancez, grâce à la façon de faire, ce discours anti-école permanent démoralise en effet les professeurs. Est-ce que je peux dire un mot calmement? Oui, il faut redonner confiance d'abord aux enseignants. Sur les lycéens, c'est pour ça que nous on se met du côté des lycéens, qu'on les écoute et des enseignants. Je ne culpabilise pas les enseignants. Merci, M. Davidenkoff. Merci de ce point très précieux. Merci. Oui, alors, vous démoralisez, dit... Non, je veux dire spécialement de Je veux dire qu'il y a... On démoralise... Comme le dit très justement Davidenkoff, il y a ce discours qu'on entend depuis 20 ans qui consiste à tirer contre l'école, à attaquer les maîtres, à mettre en cause le service public de l'éducation nationale. Notre école a des limites, a des défauts, a des insuffisances, notamment pour lutter contre les inégalités sociales. Mais je le dis, c'est une école de bonne qualité. Notre lycée est un lycée de bonne qualité. Et les 300 000 jeunes Français qui vont à Londres, qui trouvent immédiatement un emploi, ils viennent de nos lycées français. Donc, je ne dis pas que tout va bien. Mais je dis qu'il y en a assez de ce discours de procureur anti-école. Et je souhaite que le ministre lui-même soit en permanence, quel qu'il soit. Mais c'est vous qui avez le procureur, mon cher le procureur cesse d'être le procureur de son école. Et on devienne l'avocat. Attends, est-ce qu'on ne trouvera jamais un mot écrit par moi qui mette en cause la dignité du métier d'enseignant et le fait que c'est dans la classe que tout se joue et que ça se joue pas si mal parce que nous avons des professeurs qui sont de qualité, qui travaillent avec des élèves, quels qu'ils soient, et qui le font très bien. Et je dis toujours que la seule chose dont on se souvient de l'école lorsqu'on a 60 ou 70 ans, c'est pas du ministre, c'est pas des Mériot des langues de l'époque ou des Darcos, c'est des professeurs qu'on a eus dont on se souvient du nom de la personne. Donc je ne veux pas être caricaturé par ceux qui ne sont pas du même avis que moi. Non plus d'ailleurs de débat idéologique. Ce n'est pas moi qui fais un débat idéologique avec 2002. Rien du tout de tout cela. J'essaie simplement de me mettre d'accord sur ce qui est donné à savoir aux élèves dans la langue la plus simple possible pour retrouver ce consensus entre la famille et l'école qui a été fondateur pour la République. Et je dis aux enseignants,
vous avez vos méthodes, vos habitudes, vos publics. Je ne saurais, moi, théoriser les méthodes idéales. Mais je ne suis pas avec vous en sur fonction, le terrain, c'est ça ? Je ne saurais dire quelle est la méthode idéale en fonction des situations que vous rencontrez. Donc, je n'interrogerai pas vos méthodes. Je voudrais simplement que vous arriviez à ces résultats. Et donc, je ne fais aucune querelle. Il n'y a pas de débat idéologique, il n'y a pas de guerre à qui que ce soit, même pas au programme de 2002, dont j'ai pu écrire moi-même qu'ils étaient ambitieux et qu'ils étaient porteurs de grandes espérances, d'espérances déçues, simplement. Et donc, je ne veux pas être enfermé dans l'idée que je serais dans un camp anti-prof ou anti-pédagogiste ou trop républicain ou transmission. Le pédagogisme. Je vais 20 venir. ans d'errance pédagogique. Je vais venir à ce mot après. Je finis juste ça. Non, alors, mais en revanche, c'est pour ça que j'accepte ce que dit M. Mérieux sur le fait que j'ai critiqué la pédagogie. Je critique le fait qu'on croit que ce sont les méthodes qui doivent être théorisées. C'est ça que vous appelez le pédagogisme. Qui, à elle seule, réglerait tous les problèmes. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord sur de donner à savoir et que ce que nous avons fait, ces programmes, ont au moins cette ambition, c'est de dire clairement ce que tout le monde veut. Je le répète, c'est d'ailleurs bien ce que comprennent et les instituteurs et les familles. Oui, d'accord. Mais pourquoi c'est un gros mot, pédagogisme ? Vous allez m'expliquer. Alors vous, peut-être... Je ne me sens pas pédagogiste, mais je pense que la pédagogie est quelque chose de tout à fait essentiel et que, comme le dit le ministre lui-même, ce qui se passe dans la classe est tout à fait fondamental et que la capacité pour l'enseignant à être rigoureux avec ses élèves est absolument essentielle. Moi, je suis d'accord qu'il y avait des inflexions à faire. Il y a un problème sur l'orthographe grammaticale que nous connaissons tous et qui est d'ailleurs pas seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes en pleine déliquescence. Mais des adultes qui ont appris les règles grammaticales quand ils étaient petits à l'école ne savent plus distinguer accent aigu R. Donc il y a un problème du rapport à la langue française dans notre population sur lequel nous avons tous à nous interroger. Donc il y a à ce que l'école travaille sur ces questions-là. Simplement, moi j'aurais accepté volontiers et même souhaité des instructions qui expliquent de manière un peu plus précise qu'il faut insister sur tel ou tel point, que la rigueur est essentielle dans le traitement. Mais les inspecteurs de l'éducation nationale de France, c'est leur métier, il faut leur faire confiance. C'est pas à moi de leur dire comment il faut faire. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites qu'il y a liberté pédagogique dans vos programmes, M. Darcos. En mathématiques, il n'y a plus de liberté pédagogique. On explique à quel moment il faut apprendre la table, à quel moment il faut faire l'opération, que l'opération doit être faite. La liberté pédagogique consiste à ne pas apprendre l'état de multiplication. Vous me laissez finir, M. Brighelli. Je dis que la liberté pédagogique consiste à pouvoir de temps en temps faire le problème avant d'apprendre la règle pour découvrir la nécessité de la règle. Or que les nouveaux programmes l'interdisent en affirmant qu'il faut absolument connaître par cœur la règle avant d'accéder au problème. Monsieur Brighelli, à un moment, il faut savoir la règle. Il faut savoir la règle. Ce que je dis, c'est que vous ne revenez pas aux fondamentaux, mais que vous sacrifiez les fondamentaux de l'apprentissage et tout de 20 ans, de 30 ans, de 100 ans de recherche sur les apprentissages scolaires. Dommage pour vous, c'est ce que font tous les pays modernes et c'est pour ça qu'ils améliorent leur système. Sans exception. C'est que vous expliquez en permanence. J'aime un tout petit peu à Philippe Mérieux d'avoir dégradé face à tous les enseignants ce mot admirable qui était pédagogie. Pédagogie, c'était véritable. Oui, absolument. C'était véritablement le rapport de transmission de savoir du maître à l'élève. C'était la base du métier, absolument. C'est devenu un point de vue idéologique, c'est-à-dire de ce qui était une base. Philippe Mérieux a fait une superstructure, en quelque sorte. Il n'est pas le seul. Bourdieu avait fait la même chose. C'est l'idée que l'orthographe est au fond bourgeoise. J'ai dit ça, moi. Vous le savez, vous savez très bien ce que je veux dire par là. C'est lié le fait que apprendre l'étape de multiplication, c'est au fond du mécanique, du psittacisme, parce qu'il y a certains amis de M. Mérieux qui apprennent des mots difficiles. Le psittacisme. Il y a une chose quand même importante dans ce qu'a dit M. Lang tout à l'heure. Il y avait quand même une vérité. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait une. C'est le fait que depuis 20 ans, effectivement, il y a des attaques en règle contre l'école qu'il est en train de défendre ici. Et il devrait s'interroger sur cette date. Et effectivement, il y a eu une apocalypse molle dans l'école qui commence avec la loi Jospin de 1989. Non. Et effectivement, il y a quelque chose qui a commencé vous avez luminaire, à se détruire. Ça commence bien avant. Effectivement, on ne sait pas quand ça commence, c'est que ça finisse. Ça a été cristallisé. Mais vous le savez, vous êtes bien cultivé pour ne pas le savoir, Jean-Paul Brighelli. Il faut voir une chose, tous les gens qui critiquent l'école, je dis bien tous les gens qui critiquent l'école, que ce soit moi, que ce soit Marc Lebris, que ce soit Rachel Boutonnet, il y en a eu des dizaines, que ce soit Natacha Polony, n'appartiennent pas du tout, mais alors pas du tout, au départ, à une mouvance quelconque de droite. C'est pas du tout un combat gauche-droite, c'est un combat véritablement, effectivement, entre des républicains qui veulent que l'école soit la chose qui permet
l'émergence de nouveaux républicains, et ce que, d'ailleurs, Emmanuel sinon, il Davidenkoff faudrait a dire que assez M. bien Chevènement appelé était de droite. des pseudo-démocrates. Arrêtez de kidnapper la République, monsieur Brigelli. Rectifiez de vous-même. Monsieur Davidenkoff, Madame Polony. Vous l'écrivez en plus. Les maternelles, Je vous ai lu. il y a un problème sur les maternelles, là. Vous allez me dire, alors, le drapeau noir flotterait-il sur les maternelles, là, en question? J'ai vu un rapport, un inspecteur général de l'éducation qui a préféré garder l'anonymat, donc je ne sais pas qui c'est, qui dit qu'il faut fermer les écoles Non, mais maternelles. d'accord, il n'en transformer est pas en- question. Pas question, Non, d'accord, pas on passe à question, autre non. chose. Ça, c'est une question Les comptable. transformer en garderie, Non, c'était non, épouvantable. non, quand les- même. Là, c'est une question de poste. Pardon d'être aussi trivial. C'est la remise en cause de l'école à 2 ans dans les départements qui en bénéficiaient. Je pense en particulier 2 ans. à ceux du Nord et Ils du savent pas Pas-de-Calais. leur C'est nom, ils même, sont pas profs. c'est même, monsieur le ministre Darcos, Récupérer la plus remise en 5 pour cause, la obtenir remise des en cause enfants de 2 parfois ans. de l'entrée d'enfants à 3 ans à Non, l'école maternelle. 100% Et je d'enfants à pense- 3 ans non, sont non, scolarisés. il y a malheureusement 100% non, d'enfants à 3 ans c'est sont- 60% Ah, vous pouvez dans avoir le des opinions. département où je suis. Eh bien alors, il faut... Donc, en tout cas, il faut y veiller, sur ce 100%. point, cette école maternelle qui est considérée comme un modèle dans beaucoup de pays du monde doit être préservée, Il y a et deux- en particulier son caractère. Et je suis totalement hostile, personnellement, au projet qui paraissait apparaître dans l'avant-projet, disons, de primarisation de la grande section maternelle, c'est-à-dire la dernière année dernière année de maternelle, oui. Il faut absolument que les La enfants, CP, notamment juste avant les, la CP, enfants, quoi. les enfants venant de milieux plus difficiles, puissent enrichir leur expression orale. Alors, savez-vous c'est pas dans l'air, ça. savez-vous Bon, que entre un enfant faux d'une débat, c'est pas classe dans l'air. sociale Sélection. et un enfant d'une autre classe sociale, selon les cas, il y a 500 mots qui sont pratiqués, Bien et sûr. dans l'autre cas, Mais 2500 mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, Alors, qu'est-ce qu'on eh bien, fait précisément, c'est l'école maternelle. Ou C'est en c'est là, particulier... c'est là le creuset républicain, le creuset. Absolument. C'est la Absolument, maternelle. c'est l'école maternelle. Mais il faut aucune menace éventuellement, là-dessus, aucune menace, vous dit le ministre. éventuellement, Et la sélection, c'est c'est un mot qui fâche, sélection. dédoubler la grande section maternelle. Dédoublé. Et la grande sélection, section. alors? La grande section. Alors la sélection, c'est typiquement le genre de mot qui fait Qui fâche terriblement. fâche terriblement. Alors, on et va qui est- finir en fâchant. Alors, Et là aussi, c'est c'est dramatique. pas mal C'est-à-dire, quand de j'entendais rigoler comme ça Jack Lang s'énerver tout à l'heure sur le fait qu'on critique l'école, mais il est sain de critiquer l'école. Et moi, je dis que l'école tient parce qu'il y a des dizaines et des centaines de milliers de profs qui font leur travail malgré le système et malgré des programmes qui leur compliquent terriblement la tâche. Donc, en effet, nous ne sommes pas là pour attaquer les professeurs, ça n'est absolument pas la question. Et ce serait caricaturé que de dire ça. Simplement, nous sommes là pour dire que des mots comme le mot sélection ne sont pas des tabous et que le drame des lycéens qu'on voit dans la rue aujourd'hui, c'est qu'ils se battent pour de mauvaises causes. Ils ont raison de se battre, mais j'ai envie de leur dire, battez-vous pour une sélection juste. Le système exemple, ça serait quoi tel qu'il a été construit actuellement est le plus inégalitaire et le plus sélectif qui soit, mais par une sélection par l'argent, par les réseaux. c'est vrai. Donc ce qu'il faut, c'est une sélection par le savoir. Nous nous battons tous mais contre cela. mais la question, c'est comment on se bat, l'enfer Oui. pas avec Comment on bonnes se bat intentions. Bien apportant une Monsieur aide Mérieux, personnelle aux élèves. mais l'aide personnelle que vous prétendez apporter, vous voyez bien que ça a échoué. C'est ça qui est Attendez, dramatique. Ça n'a pas échoué. Mais ça Nous a avons tenté de la mettre en place, elle a été supprimée dès le début. la sélection, monsieur Il y a Brigelli. une chose essentielle. Attendez, Madame Polony, monsieur Brigelli, on a- c'est que l'égalitarisme des 10 dernières années a produit plus d'inégalités que les anciens systèmes dits 100% élitistes. d'accord. Ça, c'est Il faut 100% voir une d'accord, chose, monsieur c'est que Darcos, depuis qu'on travaille avec de l'idéologie à l'école, on a favorisé Parce que vous l'émergence. n'êtes pas idéologue. Je ne suis pas du tout un idéologue, vous le savez très bien. Écrivez sur Moi, votre site, vous voulez que je vous dise quelques pragmatique. mots de votre bien que site c'est là l'osé privé, On les a officines à favorisé côté, l'émergence d'institutions privées qui surfent sur l'angoisse des uns et des autres. Là-dessus, c'est sur l'argent, c'est sur la Mais c'est vous capacité qui à les les avez prendre. favorisés. Pas du tout, ça a émergé. Je vais donner un Il dernier y a des, je vais pas été conseiller vais pas citer de nom, parce que je veux surtout pas leur faire de publicité. Il y a 10 ans, c'était de petites affichettes dans le métro. Actuellement, ils passent des pubs à la télévision. Vous savez Ils pourquoi ont eu la possibilité de surfer sur ce que l'école ne fait plus comme devoirs fondamentaux. Et- de la même et c'est façon, quoi Et c'est de la quoi même façon, je ne vais pas refaire un peu d'histoire, puisqu'après tout, vous aimez les sciences d'éducation. Lorsque On n'a pas le temps, hein, là, Jules attention. Ferry a créé l'école de la République, c'était pour se battre, au fond, contre une certaine école, au fond privée, qui était tenue par l'Église. Eh bien, nous sommes en train de redonner aux privés et aux privés confessionnels, c'est pas forcément ma tasse de thé, la possibilité de Et pourquoi
Parce que l'école... Parce que vous avez tapé à boulet rouge et tiré à boulet rouge sur tout ce qui était éducatif dans l'éducation nationale et que l'école privée, elle le fait. Ne cassez pas le thermomètre quand il y a de la fièvre, Philippe Mérieux. Le privé joue le rôle. Le privé joue ce rôle-là, c'est ça que vous dites. Bien sûr, pas entendu votre conclusion. le privé est actuellement la seule soupape à la colère d'un certain nombre de parents et d'ailleurs d'élèves qui disent, mais enfin... Quand est-ce qu'on apprendra quelque chose véritablement à l'école? Conclusion. Oui, alors, brièvement, excusez-moi, il y a quand même l'urgence. Je m'excuse. Bon, on ne peut pas aborder tous les sujets et on va conclure. Bon, je veux être un peu utile, comme chacun d'entre nous ici. Premièrement, je souhaite, c'est mon avis personnel, il n'est que personnel, je souhaite que Xavier Darcos se donne un peu de temps sur ces programmes de l'école élémentaire et maternelle. Il n'y a pas urgence à les casser, qu'ils prennent le temps. Deuxièmement, je me tourne vers le président de la République qui s'exprimera jeudi prochain. Oui. Qu'il prenne une décision sage et ambitieuse. Sanctuarisation. Proclamer l'exception éducative en faveur de l'éducation nationale. Et qui ne touche pas au budget. Qui ne touche plus au budget de l'école. Qu'il sanctuarise le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture. Et qu'il transmette la dette aux générations futures, par la même occasion. Je peux dire quand même un sondage juste. Mais terminé, nous n'avons plus que 50 secondes. Améliorer la qualité du système éducatif est avant tout une question de moyens financiers, oui ou non? 21% des Français disent oui. 78% des Français disent non. Ils savent bien que ça se joue ailleurs et que ce n'est pas seulement une question de poste. Un conseil sur technique à Monsieur le ministre. Le redoublement en France coûte 1 milliard par an d'euros. Bon, j'ai dit de diminuer de moitié le redoublement. 25 000 postes. Vous avez raison, il faut diminuer le redoublement. Merci beaucoup, merci madame, merci messieurs, merci de la passion. Merci de la passion que vous avez mis à parler de cette école, de notre école. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci madame, merci messieurs.